Au mois de janvier cette année, j'ai passé 3 semaines au Brésil. J'y ai rejoint des amis et on a bien profité des vacances, de la chaleur, de l'ambiance du Brésil aussi. Mais ce qui m'a, beaucoup étonnée, c'est qu'en 3 semaines, j'ai énormément progressé en portugais. Et je vais t'expliquer ce que j'ai mis en place ou les petites choses qui m'ont permis pendant ces 3 semaines de progresser en portugais pour que tu puisses les appliquer aussi pendant ton prochain voyage en France. Salut, salut, salut et bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings, le podcast. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, bienvenue. Je suis Elisa et j'enseigne le français sur mes réseaux sociaux à travers les épisodes de ce podcast que tu es en train d'écouter et aussi sur ma chaîne YouTube French Mornings with Elisa. La transcription entière de l'épisode de ce podcast ainsi que le glossaire des mots et expressions importantes et même un petit quiz pour vérifier ta compréhension orale est disponible gratuitement dans le lien en téléchargement. Tu peux simplement cliquer sur le lien, entrer ton adresse mail et tu recevras ce PDF gratuit pour continuer à pratiquer ton français, même après avoir écouté l'épisode. Dans l'épisode d'aujourd'hui, ça va être très agréable pour moi puisque, comme tu peux t'en douter si tu regardes la version vidéo du podcast, je vais te raconter mes vacances au Brésil et comment j'ai beaucoup progressé en 3 semaines en portugais. Donc, dans cet épisode, je vais te donner les petits conseils et te raconter quelques histoires aussi, mais je vais surtout te partager des petites choses à mettre en place pendant ton prochain voyage en France. Le premier conseil, qui va paraître un peu superficiel, mais si ton budget te le permet, fais du shopping. Ou bien fais du shopping, mais n'achète rien si tu n'as pas le budget. Peu importe. Ce qui compte, ce sont les interactions. En fait, quand on fait du shopping, c'est un peu tout le temps la même scène qui se répète. Et ça, c'est très bon dans l'apprentissage des langues, la répétition. Donc, quand j'étais au Brésil, j'ai fait beaucoup de shopping et à chaque fois, c'était la même histoire. Bienvenue, est-ce que vous connaissez la boutique? Qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que je peux vous aider? Donc j'entendais toutes ces questions plusieurs fois par jour, un peu tous les jours aussi. Et j'ai appris aussi beaucoup de vocabulaire, des vêtements, des couleurs, des tailles, tout simplement en discutant avec les vendeurs des boutiques. En plus, on dit souvent en France que les gens sont plutôt pressés, qui prennent pas le temps de s'occuper des touristes, etc. Mais si on va dans des boutiques, les vendeurs ont envie de vendre. Donc, c'est tout à leur intérêt de venir vous parler. Donc ça, c'est mon premier conseil, c'est vraiment d'avoir le plus d'interactions possible. Et je trouve que les boutiques de souvenirs, les boutiques de vêtements, les boulangeries, les pâtisseries, si vous venez en France, il faut beaucoup manger. Ça, c'est quelque chose où on va avoir des interactions facilement. D'ailleurs, si malheureusement tu ne peux pas venir en France cette année ou que tu n'as pas de voyage en France de prévu, j'aimerais te parler de mon cours qui s'appelle Speak with Confidence. C'est un cours où il y a des dialogues qui sont joués par des acteurs et auxquels tu dois répondre. Il y a beaucoup de jeux de rôle dans ce cours qui permettent de recréer cette expérience et ces interactions avec des vendeurs, avec des pharmaciens, demander son chemin dans la rue, parler avec des amis, etc. Il y a 20 scénarios différents que tu peux jouer depuis chez toi, tout simplement, dans le confort de ta maison. Et ensuite, quand tu viendras en France et que tu devras avoir ces interactions avec des vraies personnes, ce sera beaucoup moins intimidant. Ça, c'est mon premier conseil. N'hésitez pas à aller, même à retourner chez les mêmes vendeurs plusieurs fois, parce qu'une fois qu'on a parlé à quelqu'un, c'est moins impressionnant de lui reparler une seconde fois. Et en plus, la personne saura que vous êtes en vacances, que vous parlez pas encore bien français. Donc moi, c'est ce que je faisais au Brésil.
Je suis retournée plusieurs fois dans plusieurs boutiques et à chaque fois, je savais qui m'avait reconnue et qui se disait: «Ah, c'est la française, elle a un peu de mal à parler en portugais, on va être un peu plus patient» et cetera. Un deuxième conseil qui est aussi une histoire, c'est que j'ai perdu mon téléphone le 1er janvier 2026 et je vais vous expliquer pourquoi ça a été une excellente chose pour, progresser en portugais pendant la petite période où je l'ai perdu. Donc si je suis allée au Brésil, c'était aussi pour fêter le jour de l'an avec des amis qui m'avaient invitée. Pour, information, j'étais à Florianópolis, je vous avais dit dans un précédent épisode. On n'était pas au même endroit de l'île. Florianópolis, c'est une île, au Brésil, donc j'y suis allée en taxi et je suis rentrée en taxi. Après avoir fêté le nouvel an, donc je rentre chez moi et là, je m'aperçois en sortant du taxi que j'ai plus mon téléphone avec moi. Et ça m'arrive vraiment jamais. Je suis pas du tout quelqu'un qui perd ses affaires. J'ai presque jamais rien perdu dans ma vie. Mais cette fois-ci, je me rends compte que j'ai pas mon téléphone. Et donc là, c'est la panique. J'essaye d'appeler mes amis pour savoir si je l'ai pas oublié à leur appartement avec le téléphone des amis qui étaient avec moi. Ils répondent pas, donc je sais pas. Et on finit par rentrer à l'appartement et ils me disent avec ton ordinateur, d'ailleurs c'est un super conseil aussi si jamais ça vous arrive et que vous avez un iPhone, si vous voulez retrouver votre téléphone, il y a l'application localisée qui permet de faire sonner le téléphone à l'endroit où il est. Et donc, on a fait sonner le téléphone avec cette application et au bout d'un moment, c'est la chauffeuse du Uber que j'avais pris qui a répondu. Et alors là, c'était compliqué parce que ça faisait seulement quelques jours que j'étais au Brésil, mon portugais était vraiment limité et j'essayais de lui expliquer que j'avais oublié mon téléphone, comment est-ce qu'on pouvait s'organiser pour que je le récupère, est-ce qu'elle pouvait me donner son numéro de téléphone à elle pour que je l'appelle le lendemain, enfin bref. Un dialogue très très compliqué, on a quand même réussi à se comprendre. On a convenu qu'elle me ramènerait le téléphone le lendemain. D'ailleurs, je la remercie encore une fois parce que vraiment j'ai eu énormément de chance. Elle m'a rendu mon téléphone le lendemain, mais donc j'ai passé 24 heures sans téléphone. Et ça, c'était une très très bonne expérience. Parce que qui dit pas de téléphone, dit pas de GPS, pas de traducteur en ligne, Google Traduction par exemple, ou ce que vous utilisez, et donc beaucoup plus de contact humain. Pendant ces 24 heures, j'ai dû demander aux gens où se trouvait la pharmacie, où se trouvait le supermarché. J'étais obligée de demander mon chemin et je pouvais pas chercher sur le GPS. J'avais pas non plus de traducteur, donc quand je voulais demander quelque chose au restaurant par exemple, mais je savais pas comment on disait, j'étais obligée d'essayer d'expliquer ou de demander, en montrant du doigt comment ça s'appelle ça et ça a créé beaucoup plus de contact humain avec les gens et donc beaucoup plus de, conversation, d'interaction et de progrès en portugais, par la même occasion. Donc c'est quelque chose que je vous conseille pas de perdre votre téléphone, mais je vous conseille peut-être d'essayer de passer une journée sans. Une journée sans GPS, une journée sans traducteur, ça peut paraître, impressionnant, mais ça favorise beaucoup les interactions et si vous venez en France pour progresser en français, c'est vraiment une très bonne chose. Donc ça, ce sont les 2 principaux conseils que je vous donne, d'avoir des interactions avec des vendeurs et de passer du temps sans téléphone pour un peu vous forcer. Quand on n'a pas le choix dans ces cas-là que d'essayer de faire des efforts dans la langue qu'on veut apprendre. Maintenant, il y a aussi des choses qu'on peut faire de manière active. Et pendant ce voyage au Brésil, j'ai voyagé avec 2 amis, Andrea et Renaud, et Renaud ne parlait pas du tout portugais. Il connaissait peut-être 3 mots, bonjour, merci, au revoir et c'est tout. Donc comme j'avais un
niveau un peu plus «avancé» entre guillemets que lui, j'ai un peu joué les profs de portugais pendant le séjour et ce qu'on a mis en place, c'est qu'on lui a appris tous les jours 5 nouveaux mots et ces 5 nouveaux mots, on les a pas choisis, on les choisissait pas au hasard, c'était des mots qu'on avait rencontrés, pendant la journée, dont on avait eu besoin pendant la journée. Par exemple, si on allait à la plage, il fallait qu'on sache dire le sable, le soleil, la mer, le parasol, la location du parasol ou bien voilà, ce genre de choses très utiles et c'est comme ça qu'on a défini une liste de mots qui étaient vraiment très utiles pour le voyage, pour, les activités qu'on faisait tous les jours. Donc ça, c'est un super conseil. Je vous conseille vraiment de partir avec un carnet ou bien de les noter dans votre téléphone. Mais 5 nouveaux mots, c'est très peu et ça a fait vraiment toute la différence. Et même pour Renaud qui, débutait absolument en portugais, il a progressé vraiment énormément en 3 semaines à peine. Au début, il avait besoin de moi ou bien de d'Andrea pour, traduire un petit peu dans les situations avec, les serveurs au restaurant ou bien dans les boutiques et à la fin du séjour, il était vraiment autonome, il avait plus peur, enfin vraiment il y a eu un gros changement entre le début et la fin du séjour. Et en parlant justement de ces 5 mots par jour, quelque chose que je vous conseille de faire beaucoup dans la rue, c'est de lire. Lire tous les panneaux que vous trouvez. Parce qu'il y a des choses que vous allez voir et revoir parce que c'est toujours écrit. Par exemple, des mots comme entrée, sortie, toilette. Il est interdit de faire ci, de faire ça. Ou bien sur les immeubles, vous allez voir à vendre, à louer. Ce sont des mots qu'on lit dans la rue tout le temps et qui sont faciles à imprimer dans le cerveau parce qu'on va les lire en permanence. Donc n'hésitez pas à lire tous ces mots et à les noter aussi. Ce que vous pouvez faire aussi pendant votre voyage de manière active, c'est pendant les moments où on scrolle sur le téléphone ou bien voilà, on prend une petite pause de 5 minutes à 1 heure sur le téléphone, essayez de consommer du contenu en français pour pouvoir ensuite apprendre des mots à réutiliser le lendemain ou bien pendant le séjour que vous faites en voyage. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait aussi. Le soir, si on sortait pas, si on restait à la maison, on regardait des vidéos en portugais, ce qui nous permettait d'apprendre encore plus de vocabulaire et de continuer aussi à entendre parler portugais. Je sais que ça peut être un peu fatigant, mais vraiment, faut profiter à fond de l'expérience parce qu'une fois qu'on n'est plus dans le pays, c'est quand même difficile d'être aussi exposé à la langue. Une autre chose qu'on a faite pendant ces vacances, c'était d'aller dans des librairies pour acheter des livres en portugais. Donc moi j'ai pas encore le niveau, je pense, pour être capable de vraiment lire un gros roman en portugais. Et aussi je connais très peu la littérature portugaise et brésilienne. Si jamais vous avez des recommandations de livres, niveau B1, B2, intermédiaire comme ça, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. En revanche, ce que j'ai fait pour pouvoir quand même acheter des livres en portugais, c'est d'acheter des BD. En français, on appelle BD bande dessinée. Les livres, où il y a des dessins, où il y a principalement des dessins et un peu de texte. Mais c'est avant tout dessiné. Donc c'était comme si on regardait quelque chose ou on lisait quelque chose qui est destiné aux enfants, entre guillemets, puisque maintenant il y a quand même beaucoup de BD pour adultes, mais qui facilite beaucoup la compréhension. Donc j'ai acheté une BD ironiquement
française. Elle est écrite par un auteur français, mais elle a été traduite en portugais et comme je l'ai achetée à Sao Paulo, elle est en portugais. Mais c'est moins impressionnant, en tout cas, que de lire un roman. C'est aussi moins fatigant et ça permet de continuer à pratiquer et à apprendre de manière assez ludique. Une autre chose, qui nous a permis de continuer à parler portugais et à s'obliger à parler en portugais, c'était de se renseigner ou d'essayer en tout cas de participer à des activités et d'écrire et de contacter les entreprises en portugais. Par exemple, on a fait du surf, donc on a écrit à l'école de surf, en portugais pour avoir les horaires, pour, comprendre quel jour est-ce qu'il fallait venir, quand est-ce que les conditions étaient les meilleures pour aller surfer et cetera. Et après il y a d'autres activités qu'on n'a pas faites. On avait pensé par exemple à aller faire de la plongée. La plongée, c'est quand on a des bouteilles d'air sur le dos, une combinaison, un masque et un tuba et on est sous l'eau pendant, je sais pas, une demi heure, 1 heure, pour voir les animaux et les plantes. J'ai simplement envoyé un message pour me renseigner, mais j'ai fait l'effort de l'écrire en portugais. Une autre activité qu'on a failli faire aussi, c'était de la poterie. La poterie, c'est quand on a de la terre, argileuse et qu'on en fait une forme. Ça peut être ensuite un vase ou un récipient ou une tasse, un bol, une assiette et cetera. On voulait aller faire ça et bon, finalement on l'a pas fait, mais encore une fois, j'ai eu une discussion en portugais avec, le gérant de l'atelier. Une dernière activité que je vous recommande et qui peut être un bon défi aussi, c'est d'aller au cinéma. C'est une activité parfaite s'il pleut, par exemple. Nous, on a décidé d'aller au cinéma parce qu'on avait passé la veille, la journée à la plage et on avait pris des gros coups de soleil. On était tout rouge, on n'avait pas mis assez de crème solaire, donc plage interdite. Et on est allé se mettre à l'ombre dans une salle de cinéma et on est allé voir le film d'animation Zootopie 2. Je sais pas si ça vous parle. C'est un film, Disney, je crois, avec, des animaux qui parlent, qui habitent dans une grande, ville, dans une grande, métropole et c'était très, très comment? Surprenant comme expérience. En fait, je pensais que ça allait être assez facile à comprendre parce que c'est un film pour enfants, qui a beaucoup de dessins, que, les personnages, font des choses simples à suivre et comme c'est un film, on a le contexte de ce qui se passe. Mais en fait, c'était facile à suivre dans les grandes lignes, donc de comprendre en gros ce qui se passait, mais de comprendre ce que les personnages se disaient, c'était beaucoup plus difficile que ce que j'avais imaginé. Et ça, la raison pour laquelle c'était, aussi difficile, c'est justement que c'était un film pour enfants, ironiquement. En fait, tous les personnages avaient des voix soit très, très aiguës, soit très graves, soit ils parlaient très vite avec des voix très spéciales, beaucoup d'intentions de jeu, pour que ce soit amusant pour, les enfants. Mais pour nous, c'était un rythme beaucoup trop rapide et beaucoup trop difficile à suivre pour quelqu'un dont la langue maternelle n'est pas le portugais. Donc ça a été une expérience très très challengeante, très difficile, malgré ce qu'on croyait, à l'avance. Donc si vous allez au cinéma en France, je vous déconseille de choisir un film d'animation ou même un film pour enfants, au contraire. Allez plutôt voir un film joué par des acteurs et ce sera, je pense, plus simple à comprendre qu'un film pour enfants, étonnamment. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez des conseils à partager aussi, n'hésitez pas à les écrire en commentaire et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.